Bonjour. Dernier panel de la journée, mais non le moindre, un panel de discussion, perspective de praticiens de l'IA sur le futur de la création et du design numérique, qui sera modéré par Yann Breleux. Mention aussi que suite à ce panel, il y aura une pause et à 17 h, il y aura la projection d'un film intitulé « Pourquoi encore penser à l'heure de l'intelligence artificielle ». Donc, je vous invite à revenir pour la projection de ce film dans une salle absolument extraordinaire pour les films. Donc, c'est à vous. Merci. Merci. Alors, je voudrais remercier Mehdi et Raphaël pour l'organisation de Montréal Connect et de m'avoir invité à présenter un panel dans le cadre de Montréal Connect. Pour débuter un peu sur la perspective du panel, c'est que, dans le domaine de l'IA, on a plusieurs discours. On a les discours associés à l'économie de la promesse, c'est-à-dire que l'IA est une révolution, ça va changer nos modes de vie, ça change déjà nos modes de vie. D'une certaine façon, il y a un discours qui pourrait même être qualifié parfois d'utopiste dans la mesure où l'IA va régler beaucoup de problèmes, les changements climatiques, etc. De l'autre côté, on pourrait avoir le discours catastrophiste qui est l'IA va couper des emplois, l'IA amène déjà des problèmes en ce qui concerne le marché de l'emploi, mais un discours axé sur les aspects négatifs. En tant que professeur, mais aussi praticien, je voulais simplement amener une perspective qui était celle des praticiens qui utilisent l'IA sur une base quotidienne dans leur production artistique. Un des éléments que j'ai constaté avec des outils comme ComfyUI, Stable Diffusion, etc., c'est que comme assistant virtuel, l'IA offre dans les mains des praticiens une très grande palette d'outils qu'on peut utiliser sur une base quotidienne pour créer des nouveaux contenus. Tout ça amène un changement de l'écosystème créatif et je voulais simplement interroger des gens qui l'utilisent sur une base quotidienne. J'avais une discussion avec Daniel, puis il me disait, avec ce qui se passe dans l'IA, j'ai un peu le même sentiment que dans les années 90 avec l'arrivée du net multimédia, c'est-à-dire il y a un changement, une modification, une transformation des pratiques. Et cet aspect-là, je trouvais ça intéressant d'essayer de le mettre en lumière à travers des récits de pratique, à travers des gens qui réalisent en ce moment des projets avec l'IA. Donc, en premier, nous avons Géraldine Buchan qui travaille sur XR Heritage, qui va présenter des projets d'avatars interactifs avec lesquels elle travaille, vraiment dans le domaine de la création de nouveaux personnages, des personnages fictifs, et qui utilisent l'intelligence artificielle ainsi que l'usage de comédiens. On a Georges Raffi ici, qui travaille chez Félix et Paul, qui est un studio assez connu à Montréal, qui a réalisé plusieurs projets de local-based entertainment, immersif, collectif. Nous avons Daniel Lavoie ici, qui a travaillé chez Softimage, qui a créé son propre studio, qui a aussi été producteur dans le domaine des effets visuels et qui est enseignant maintenant à l'Université Laval. Et Luc Laverne, qui travaille pour une boîte qui s'appelle Danger, qui a travaillé au Cirque du Soleil comme directeur technique pendant plusieurs années, entre autres travaillé sur le spectacle des Beatles, a sa propre boîte et travaille aussi sur une base quotidienne avec les outils de l'intelligence artificielle. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à la personne qui va présenter en premier. Je vous laisse la place. OK. Bonjour. Donc, je suis ravie d'être là. Donc, je viens de Belgique, de Bruxelles particulièrement. Et je suis à l'origine d'un programme qui s'appelle XR for Heritage, qui a le projet fou de donner une voix aux personnages historiques méconnus et oubliés grâce à la création d'avatars. La première question qu'on s'est posée, c'était comment servir de ces avatars pour ouvrir un dialogue entre passé et présent. Donc au départ, c'était créer des méta-humains et puis après, on a créé un consortium qu'on appelle le Digital Human Lab, où on a uni des labos universitaires en Belgique, donc comme Humons et le MIL de l'UCL, à des fournisseurs de solutions. Parmi eux, il y a le groupe Innovation Post au Luxembourg, qui s'appelle Intech, qui nous amène une solution d'intelligence artificielle, qui nous permet de nourrir une base de connaissances qu'on associe à nos méta-humains. Pour le moment, on a une vingtaine de méta-humains. Et la personnage sur lequel on travaille pour nos premières activations s'appelle Myriam Makeba.
Donc c'est une chanteuse sud-africaine. On collabore avec la fondation qui se trouve en Afrique du Sud. Elle est décédée et la question se posait de se dire qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa bouche, comment est-ce qu'on peut la faire parler et comment doser, on va dire, le travail fictif au travail d'archives, comment ne pas entretenir le deepfake. Et donc, on a commencé d'une part à se poser la question du comité éditorial qui doit travailler avec les développeurs d'IA. Et donc, on travaille autant avec des scénaristes que des archivistes et historiens sur la question justement de quel type de ping-pong. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est plus pour vous raconter le cheminement qu'on est en train de faire, vu que nos premières activations on-stage de l'Avatar auront lieu dans un événement fédéral en novembre en Belgique, et puis le second, Asteriopsia, le Forum européen de l'immersif, qui aura lieu le 10 décembre à Bruxelles. Et donc, on est en pleine création, mais la première observation qu'on a vue, c'est que ce n'était pas suffisant d'utiliser l'IA. On s'est installé dans un protocole de se dire on va faire appel à une comédienne pour venir éduquer l'IA. Donc ici, fin du mois, on a notre premier tournage avec une vraie comédienne des arts vivants qui va en fait alimenter la base de connaissances avec un catalogue d'attitudes iconiques, d'intonation de voix et d'expression faciale qui va nous permettre d'avoir une palette plus grande, on va dire, d'interaction et donc de pouvoir travailler sur un personnage mi-robot, mi-featuring artistique. Et on assume effectivement ce travail qu'il y a une construction sociale et que l'IA n'est pas en roue libre en fait. Et donc on la met au service d'un projet et donc on essaye dans le travail qu'on mène de formuler ce projet et de pouvoir rester aux commandes en fait, comme dans une régie, de voir à quel moment l'IA est libre et à quel moment on lui donne des nœuds d'instruction par rapport à un scénario de dialogue qu'on a envie de créer. Voilà. Merci. Et vous avez une formation. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce projet-là à partir de votre formation? Oui, en fait, c'est vrai que c'est important. Donc, moi, je suis scénariste, productrice à la base télé. Et ma structure, en fait, qui est une association sans but lucratif, n'a pas un but technologique. En fait, on existe depuis 2005. Et nous travaillons sur les récits en général, donc fiction et jeux, mass média, pour éduquer et transformer positivement les mentalités. Donc on est dans l'impact sociétal. Donc à la base, on faisait de la série télé, on faisait des bandes dessinées. Et puis depuis le Covid, on s'est rendu compte que si on veut continuer à impacter massivement, il faut changer de média. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à la XR et à l'IA. Merci. Maintenant, je vais céder la parole à Georges Raffi qui va présenter ses récentes expérimentations dans le domaine de l'IA, qui utilise les outils de l'IA. Alors, à toi. Merci Yann. Merci Montréal Connect aussi. Je vous ai préparé une présentation. Yann m'a présenté en tant que... je travaille chez Félix et Paul, qui se spécialise en réalité virtuelle, et je crois absolument au médium de la réalité virtuelle, mais je suis aussi étudiant au NAD, et dans mes études, en fait, je me concentre sur la création et la pratique créative assistée par intelligence artificielle. Donc, ma présentation va toucher en fait sur plusieurs ressorties de ces expérimentations-là. Alors, pour commencer, j'aimerais juste introduire un concept qui est l'agentivité créative dans ce cas. Qu'est-ce que l'agentivité? Eh bien, c'est la capacité d'un être ou autre d'imposer son intentionnalité ou bien d'avoir une action sur du contenu ou sur un environnement. Bref, la définition est très vaste. Mais alors, dans le cadre de la création assistée par intelligence artificielle, on parle d'agentivité créative et donc de contrôle sur le résultat de la création. Et il m'a semblé évident, au bout de mes expérimentations, que
en fait, il y avait un peu un conflit entre l'agentivité humaine et l'agentivité artificielle. Et que, en fait, le contrôle est quand même dans la main du praticien créatif de décider quelle portion du travail sera laissée à l'intelligence artificielle et quelle portion est réservée à lui-même. Donc en fait, l'animation que vous voyez en ce moment, c'est une des premières expérimentations que j'avais faites avec l'IA. C'est un projet qui a été abandonné parce que c'était en fait un projet qui est né d'une collaboration avec un groupe montréalais qui m'avait proposé de faire une vidéo d'IA. Et en fait, c'était un des premiers essais que vous voyez là, qui me donnait en fait une hésitation sur le fait de travailler de cette façon-là avec l'intelligence artificielle. Je trouvais que je n'avais pas suffisamment de contrôle sur le résultat. En fait, ce que vous voyez, c'est que à partir d'une seule image et d'un peu une orientation que je donnais à l'intelligence artificielle, Stable Diffusion dans ce cas, eh bien, en fait, toute la création se faisait, on peut appeler ça de l'hallucination d'intelligence artificielle. C'était vraiment, ça partait d'un point qui était que je lui donnais, que je lui fournissais, mais tout le reste du travail était vraiment fait par l'intelligence artificielle. Je sentais que ma portion de créativité dans ce cas n'était pas assez présente pour que je sente que c'était mon travail. Donc en fait, ça m'a mené à aller davantage dans des créations où je me réservais quand même plus de contrôle. Donc là, on parle d'animation hybride parce que on touche à de l'animation 3D et de l'animation 2D à la fois. Le résultat final ressemble à de l'animation 2D. J'ai ralenti un peu le frame rate, le flux des images pour pouvoir mieux voir les images. Mais on parle aussi d'animation hybride dans le sens que c'est une collaboration entre l'humain et l'intelligence artificielle. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous présenter le résultat final et puis enlever une couche à la fois pour que vous voyez un peu le processus. Donc, ce qui a été fourni à l'intelligence artificielle, c'est une séquence d'images qui ressemble assez à l'image que vous voyez là, mais qui n'a pas la touche qui est en fait faite par ordinateur. Alors voici les images qui ont été fournies directement à l'intelligence artificielle. Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner ces images et lui demander de me redessiner un dessin tel qu'il aurait été dessiné par une personne sur du papier. Et on peut voir que c'est en fait tout simplement un transfert de style. Et ces images ont été générées par moi-même à travers un logiciel 3D. En fait, c'était une scène 3D c'est vraiment une expérimentation, mais vous pouvez voir qu'à partir de données 3D, je pouvais quand même contrôler le contenu de la scène et quand même obtenir un résultat plus intéressant que simplement celui-ci. En fait, je pouvais avoir quelque chose qui avait quand même quelque part une touche dans le style plutôt artistique. Comme deuxième exemple, en fait, ça, on remonte aussi il y a pas mal longtemps. Une des premières expérimentations, encore une fois, avec l'intelligence artificielle, c'était une scène où on commençait à pouvoir fournir à l'intelligence artificielle autre chose que juste une image. On pouvait lui fournir de l'information de profondeur. Donc l'image que vous voyez là a été retravaillée. Vous voyez qu'il y a moins une consistance d'une image à l'autre parce que la seule information que l'intelligence artificielle avait eue, en plus de mes instructions de quel style suivre, c'était une information de profondeur de distance à la caméra. Et ça peut être très facilement calculé par un logiciel d'animation 3D également. Au-delà d'essais, je voulais raconter une histoire aussi avec l'intelligence artificielle, un peu faire de l'animation plus élaborée un peu. Alors, j'ai expérimenté avec un moteur de jeu, en fait, dans un jeu vidéo qui me permettait de placer la caméra et de manipuler un peu les acteurs. J'ai été capable de raconter une courte histoire. Là, malheureusement, en fait, ce sont des extraits que vous voyez là, des plans que je trouvais assez intéressants. J'ai quand même pu imposer mon propre style aux images, même si je voulais prendre le raccourci d'un moteur de jeu.
où je n'avais pas moi-même designé chacun des éléments vus à l'écran. Mais ce que je veux vous présenter, c'est un effet de stylisation que l'intelligence artificielle permet de faire, qui est à partir de... En fait, voilà le résultat final, encore une fois. Si j'enlève une couche, je peux vous montrer les images qui ont été fournies à l'intelligence artificielle. Alors, ce que je lui ai fourni, c'est ces images intermédiaires qui sont plus ou moins intéressantes. En fait, on peut voir des artefacts numériques qui sont à éviter en général quand on veut présenter un résultat final. Mais vu que ce sont des images qui seront réinterprétées par intelligence artificielle et redessinées en quelque sorte, eh bien, je n'avais pas de problème avec ça. Ces images intermédiaires, en fait, sont simplement des images qui ont été retouchées. J'ai juste fait une manipulation de couleurs, appliqué un effet un peu pastel numérique ici. Et puis, de nouveau, mes instructions étaient de demander à l'intelligence artificielle de vraiment imiter un effet pastel dans les images finales. Alors, pour changer, et un peu comme une ouverture au-delà des générateurs d'images, qui sont un type d'intelligence artificielle, j'ai aussi expérimenté avec les NERF. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer en détail ce que c'est que cette technologie, mais ça, ce sont des images en fait qui sont sorties directement d'un court-métrage Parasomnie, réalisé par Simon Girard, qui est dans la salle, qui en fait avait besoin d'un plan un peu pour le climax du film. Il fallait une séquence assez onirique. Et c'est un film d'horreur, donc je vous préviens qu'il y a peut-être des images qui seront un peu choquantes, mais pas trop. Alors, ce qui a été intéressant, c'était que durant la phase de post-production du film, les images étaient déjà tournées. Il y avait besoin de réaliser cette séquence onirique. Eh bien, ce qu'on a été capable de faire, c'est qu'à base d'images qui étaient vraiment destinées à de la référence pour la continuité de la scène, eh bien, on a été capable de recréer la chambre dans laquelle le tournage a été réalisé, même après le coup, parce que grâce à la technologie NERF, les images en fait sont plus intéressantes que ça, la séquence dans le film, mais c'est vraiment pour vous montrer le résultat. Et on a été au-delà de ça, on a vraiment fait un scan d'acteurs. Donc, en fait, on a été impressionné par les possibilités que cette technologie nous offrait. C'est un cas de figure qui est vraiment spécifique, mais qui en fait ouvre la porte à plein d'autres possibilités. Donc voilà ma présentation, c'est ça. Merci. Merci, Georges. Donc, je vais céder la parole à Daniel Lavoie. Daniel, à toi pour présenter, Georges, des cas de figure dans l'utilisation de l'AI d'un point de vue de praticien et aussi en lien avec ton propre domaine d'expertise. Alors, à toi. C'est le prochain. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Montréal Connect. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de l'IA comme un compteur et designer du futur. Donc, pour aller rapidement, ce que j'ai remarqué récemment, évidemment, tout le monde a remarqué la même chose. On parle en ce moment qu'on redéfinit en ce moment la créativité humaine. Également, ce n'est plus un outil. Il y a quelques années, on l'utilisait beaucoup comme un outil. C'est rendu maintenant un véritable partenaire créatif. Alors, ce que je veux vous expliquer, qui suis-je, moi, parce que là, j'ai plusieurs chapeaux. Donc, j'ai un chapeau de producteur dans différentes entreprises. Je suis aussi entrepreneur. La création récemment de 2 entreprises, Créatil et Fabula Images, en intelligence artificielle. Je suis également étudiant, donc c'est aujourd'hui pour ça que je vous rencontre, donc à titre d'étudiant à la maîtrise. Et je suis également enseignant à l'Université Laval. Donc, je vois vraiment le spectre à la fois comme producteur dans le domaine, comme enseignant, les étudiants qui utilisent l'AI, et moi-même comme étudiant à la maîtrise. Alors, ma maîtrise, elle est moins sexy que vous, messieurs. Je n'y vais pas dans le domaine de l'image, donc je suis allé dans le domaine des mots. Donc, on va passer quelques trucs.
Juste avant, petite donnée comme ça, je vais donner un petit peu de données après ça, la matière sera plus intéressante. Donc, on parle d'une augmentation de 40 dans les industries créatives dans les 5 dernières années, dans le domaine principalement de la musique, du design, de l'animation. Donc, comme enseignant, je vois de plus en plus des outils que les étudiants utilisent, ainsi qu'en animation, même dans le domaine de la musique. À l'Université Laval, nous, on produit des courts-métrages et de plus en plus, la plupart de ces corps de métier-là sont, je ne veux pas dire remplacés, mais on utilise beaucoup les outils. On parle d'une augmentation dans les prochaines années, 5-6 prochaines années, de 137 milliards de dollars. Surtout les gens du marketing. J'ai affaire avec des gens du marketing, donc on va carrément mettre de côté certains designers pour remplacer par des gens qui vont faire des prompts sur Midjourney. Donc, on peut comme ça produire énormément de concepts. Alors, je vois que les clients sont bien desservis, malheureusement, contre les artistes. 75 des gens l'utilisent déjà au travail, les gens dans le marketing également, et 83 des professionnels de la création utilisent l'IA, donc c'est basé sur source de Superside. Alors, si je reviens à l'idée de la maîtrise, c'est quoi cette maîtrise-là? Comment ça a commencé? Avant d'attaquer l'intelligence artificielle, j'avais d'autres idées, tout ça, et j'ai essayé de dire qu'est-ce que j'aime exactement. Et j'aime l'intelligence artificielle, j'aime la création, et basé sur une expérience personnelle, j'ai 3 enfants, et le dernier, les 2 autres ont passé avant lui. À chaque soir, je m'assois avec eux et je dis « Donne-moi 3 mots, tout simplement, et à partir de ces 3 mots-là, je vais inventer une histoire. » Alors, avant l'intelligence artificielle, on avait 3 mots, beigne, microscope, Polynésie, chaussures, zèbre et ketchup. Donc, n'importe quelle sorte de mots, j'ai toujours réussi à créer des histoires. Des fois, je me suis gratté un peu plus la tête. Et à partir de là, j'ai fait, est-ce qu'on pourrait raconter, bien sûr, des histoires à partir de 3 mots? Donc, l'idée de ma maîtrise tourne autour de ça. Il y a des défis. Évidemment, moi, je commence ma maîtrise, je suis rendu à l'étape de la recherche. Et il y a des défis qui se sont posés. Donc, des contraintes de contenu. Est-ce que le contenu est vulgaire? Est-ce que le contenu est approprié aux jeunes enfants? On parle de quel groupe d'âge exactement? La langue utilisée. ChatGPT, par exemple, utilise plus d'une centaine de langues, mais certaines langues, certains mots seront mal traduits. Donc, l'idée de bâtir une histoire ou un conte va peut-être être altérée, donc va poser une contrainte. Des contraintes esthétiques, toujours reliées. Est-ce que ce que l'enfant va voir, va comprendre l'image? Si j'envoie une image qui est complexe à un enfant de 4 ans, est-ce qu'il va faire une référence? Peut-être pas. Donc, il y a une contrainte esthétique. Il y a une contrainte technique. On peut parler, par exemple, si je fais un conte qui est plus long qu'un certain nombre de mots, on va peut-être perdre aussi le contexte, on va peut-être perdre de l'information. On n'aura pas une histoire qui va être bien définie. On va parler des contraintes, des lois et des normes, à qui appartient l'histoire. Si j'ai un personnage, est-ce que ça ressemble à un autre personnage? Est-ce que je peux me faire poursuivre? Comment ça fonctionne? Des contraintes financières, des contraintes écologiques. Alors, vous savez que l'IA a une empreinte écologique. On bouffe beaucoup de CO2. Aux États-Unis, j'ai lu un rapport tout récemment, ils ont augmenté d'1 tiers le coût de l'eau pour refroidir les serveurs. Donc, dans le futur, ça va poser un problème. Là, je suis désolé pour les slides, ça a été mal converti, mais en gros, j'utilise ces 5 engins-là. Donc, je travaille qu'avec le texte. Évidemment, je peux produire des images également, mais ma maîtrise porte sur le texte. Donc, j'utilise ces 5 engins-là et chacun de ces engins-là, dis-je, vont avoir certains trucs. Donc, je vais vous donner un exemple, Mistral, qui va être très, très moralisateur dans le cadre de je lui demande un conte, il va y avoir quelque chose qui va être très moralisateur à la fin, donc c'est moins intéressant, enfin, pour moi. Donc, chacun des outils va avoir certains biais, je dirais. Par exemple, on va parler de plausibilité dans les histoires. Est-ce qu'une souris peut aller dans l'eau si je parle d'une souris et d'un requin? Est-ce qu'il y a une plausibilité, par exemple, si j'introduis une notion de magie tout d'un coup dans un conte ou dans une histoire, est-ce que l'enfant va être bousculé? Est-ce qu'on peut introduire des choses qui ne sont pas préalablement introduites au départ? Est-ce que ce genre de choses-là se peuvent? Donc, comment on fait pour vérifier ce genre de choses? Il y a du contenu à proscrire. Évidemment, j'y vais toujours avec 3 mots. Alors, j'essaie 3 mots, 3 lettres, juste des chiffres, des concepts, différents trucs. Et la plupart des logiciels vont empêcher de faire des trucs comme des propos haineux, par exemple, ou des trucs reliés au sexe, à la drogue, à la violence. Certains moteurs, certains trucs comme, par exemple, Grok, que vous connaissez, va introduire un peu plus de liberté pour les gens qui veulent aller plus loin
Donc, vous avez peut-être vu du contenu visuel déjà qui porte sur certaines personnes qui se présentent à la candidature américaine. Donc, j'ai testé différents mots comme ça. Donc, le contenu, c'en est un. Maintenant, dans le design narratif, évidemment, la personnalisation des contes. L'intelligence artificielle nous permet de personnaliser. Narration interactive, l'enfant peut interagir, par exemple. S'il décide de changer le cours de l'histoire, on peut très bien changer le cours de l'histoire. Et je veux parler aussi de multimodalité. Alors, une histoire peut être racontée aussi dans un environnement immersif, peut être racontée sur une tablette, peut être racontée sur un téléphone intelligent, sur une lunette virtuelle. Il existe aussi l'adaptabilité. Alors, si, par exemple, j'ai un enfant devant moi qui ne peut pas parler pour des raisons soit émotifs ou des raisons d'ordre psychologique ou autres, un enfant pourrait très bien, par exemple, approcher une image à l'écran et partir avec une histoire à partir d'une image, à partir d'un dessin. Un enfant qui serait à l'hôpital pourrait juste prendre son jouet, le montrer à une caméra et on interpréterait une histoire à partir d'un jouet ou d'un objet. Donc, ça rend la chose intéressante pour raconter des histoires. Je vais aller un peu vite là-dessus. Donc, l'impact sur l'apprentissage immersif. Il y a une stimulation de l'imagination. J'en ai la preuve avec mes enfants. Le lendemain matin, ils veulent entendre la même histoire. C'est que là, c'est là qu'on ne peut pas reproduire le même contexte. Alors ça, c'est difficile à expliquer un peu. Et l'adaptabilité, évidemment, en fonction de l'âge de l'enfant où il est rendu. C'est sûr que ça va poser des petits problèmes, mais c'est évidemment des opportunités. Il y a des défis, donc la co-création entre l'humain et l'intelligence artificielle. Il y a des défis éthiques, comme je mentionnais tantôt. Est-ce que l'histoire, à qui ça appartient exactement? Et la redéfinition, la définition du rôle de l'artiste lorsqu'il produit une œuvre. Est-ce que suis-je encore un artiste si je fais des prompts? Donc, ça ressemble à peu près à ça pour l'instant. Oups, pardon. Désolé, Luc. Donc, c'était ma conclusion pour ma petite présentation comme praticien à la maîtrise. Merci. Alors, à toi, Luc. Merci. Comme d'autres ont dit avant, c'est en effet une révolution qu'on est en train de vivre, je crois bien, avec l'arrivée des outils de l'intelligence artificielle. Puisqu'on est supposé parler là, des perspectives, je me suis dit, pour faire une perspective, il faut qu'on aille dans une certaine direction. Puis donc, si on va aller dans une certaine direction, on doit retourner en arrière, voir où on était, puis où on est, où on s'en va. Et je suis parti tout simplement... J'ai aussi, on a travaillé ensemble sur le projet des histoires, donc j'ai aussi des liens là, avec la génération d'histoires par intelligence artificielle. Et donc, on retourne à la préhistoire, on a quelqu'un qui raconte une histoire autour du feu. Et cette histoire-là, c'est la sienne, c'est clair. Il la crée au moment où il la raconte. Et c'est une situation qui est totalement physique. On est physiquement présent avec lui. Et c'est quelque chose qui se passe à ce moment-là. Après ça, cette même histoire-là, elle va être mise par écrit sur un parchemin, par un scribe. Puis il va y avoir juste une copie. Là, l'auteur n'est plus là, mais peut-être que c'est aussi celui qui écrit la copie, peut-être, peut-être pas. Et il suffit que ce manuscrit-là disparaisse ou soit oublié quelque part dans une caverne, dans des pots, pour que... ça disparaisse. Après ça, à la Renaissance, là, on s'est mis à, plutôt que de faire juste une copie, on en a fait plusieurs. On a imprimé tout ça. Et puis là, ben, on est encore plus loin de l'auteur. L'auteur est peut-être mort, peut-être même depuis très longtemps. C'est peut-être même celui du début là, qui racontait l'histoire autour du feu. Mais là, on a plusieurs copies. Et on n'a pas besoin d'être physiquement présent. On peut envoyer ces copies-là ailleurs. Et puis, elles vont même survivre là, à la vie de l'imprimeur lui-même. Après ça, on arrive au siècle dernier, et là, l'histoire, elle se retrouve sur Internet, elle est accessible gratuitement à tous. Il n'y a personne qui a besoin de faire un effort pour vous amener l'histoire. C'est vous qui allez la chercher, puis elle est disponible.
Le lien à l'auteur est encore plus ténu, là. Peut-être qu'il n'est même pas nommé. Et puis là, on continue dans cette tendance-là. On arrive aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et là, en fait, l'histoire, ce n'est plus l'histoire elle-même qui compte tellement que comment cette histoire-là peut nous aider à en générer des nouvelles. Comment sa nature, en fait, son essence, peut nous servir de racine pour faire naître des nouvelles œuvres. Je retourne rapidement là-dessus. Ce qu'on peut voir dans cette évolution-là, on peut voir qu'il y a une dématérialisation de l'histoire où au début, on était vraiment physiquement présent avec le compteur, et puis là, plus ça va, plus ça devient virtuel, à la fin, il n'y a plus de compteur, et puis c'est nous-mêmes qui générons des histoires. Il y a aussi là, la sublimation du lien avec l'auteur, la notion de l'oubli aussi qui va être liée à la survie de son support physique. Et puis, en parallèle avec tout ça, il y a aussi une espèce d'érosion du concept de propriété de l'œuvre. Là où au départ, on avait une association très claire entre l'auteur et son compte. Aujourd'hui, si moi je génère des nouvelles histoires inspirées en partie de ce conte originel-là que j'ai ensuite modélisé, à qui appartient cette histoire-là. Et voilà. Donc, on est retourné en arrière. Là, on arrive aujourd'hui. Bon, qui je suis? Moi, j'ai étudié au NAD il y a plus de 25 ans. En jeux vidéo, en infographie 3D. J'ai travaillé là-dedans, fondé quelques studios. Ensuite, je me suis mis à faire des projections vidéo dans des projets artistiques, aussi dans des clubs. Et à travers tout ça, je me suis mis à faire de la vidéo pour des spectacles. Je me suis retrouvé au Cirque du Soleil. Et j'ai depuis fondé ma propre entreprise qui offre des services de projection vidéo et de contenu. Et on couvre plusieurs marchés, là, mais principalement l'entertainment, le sport professionnel, puis un petit peu l'art contemporain. Là, ce sont nos principales avenues. J'ai commencé à intégrer graduellement les outils d'intelligence artificielle dans ma pratique, mais pour être bien honnête avec vous, là, je dirais que c'est peut-être 10% du produit, de ce que je produis que je peux relier directement à des outils d'intelligence artificielle pour l'instant, mais c'est un pourcentage qui est en croissance, clairement. Ce que je remarque aussi ailleurs, avec les studios avec lesquels je travaille et aussi avec nos propres clients, c'est quand même les outils d'intelligence artificielle sont aussi de plus en plus communs chez eux. Par exemple, je vais recevoir des commandes d'une équipe de hockey et eux-mêmes vont me fournir des images générées, par exemple avec Midjourney, pour influencer mon travail créatif. Donc, on peut utiliser les outils d'intelligence artificielle sur plusieurs aspects. Un de ces aspects-là, c'est le texte. Daniel a déjà bien couvert le sujet avant, fait que je ne m'étendrai pas trop longtemps là-dessus. Quelque chose qui est relativement récent dans ma pratique, c'est l'intégration de Large Language Model et de Visual Language Model, donc de LLM et VLM, que je fais rouler localement. Donc, ce n'est pas ChatGPT, c'est un modèle que j'installe sur mon propre ordinateur. Et je me sers donc de ces modèles d'intelligence-là pour influencer la génération des images, ou encore pour lire de l'information qui est dans des images et la traduire en texte. Donc, il y a quand même, puisque la génération d'images par intelligence artificielle se fait à partir des liens entre les concepts et les images, bien nécessairement en travaillant sur le lien entre les concepts et les mots, on se donne des outils supplémentaires pour influencer la génération de contenu.
Ce qu'on peut entrevoir dans l'avenir, parce qu'on veut des perspectives, c'est des conversations puis des collaborations entre des intelligences artificielles elles-mêmes, et puis ça commence. Donc, au lieu de poser une question à, par exemple, ChatGPT, on va poser une question à ChatGPT, on va envoyer la réponse à Claude, qui, lui, va regarder ça, il va critiquer et reposer une question. On va renvoyer à ChatGPT. Et puis là, on va se faire un comité d'intelligence artificielle qui vont pouvoir, on l'espère, en tout cas, prendre des... Ça va donner un résultat qui va être différent, en tout cas. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? On va le savoir dans le futur. On peut aussi, bien sûr, générer des images à partir d'images. Le Lightning de Tampa Bay, c'est un de mes plus anciens clients. Là. Ça fait au-dessus de 15 ans là, que je fais le contenu de projection sur glace pour cette équipe-là. Et puis, j'ai commencé l'an passé là, à faire certains éléments de contenu pour eux qui utilisent de l'intelligence artificielle. Ça, c'en est un exemple. Donc, c'est une simple animation de logo avec des nuages là, puis des éclairs. Pour arriver à faire ça, ben, j'ai fait en fait une animation 3D de ce logo-là. Et donc, ça rappelle un peu ce que Georges a présenté tantôt. Et puis là, j'envoyais l'information de profondeur, de surface, etc. à mon outil d'intelligence artificielle. Puis à partir de là, je pouvais générer des animations. Donc ça, c'est présentement possible. Ça a été projeté là, pendant les séries l'année passée. Puis ce qu'on peut entrevoir pour le futur, c'est que présentement, entraîner des modèles, bon, il y a deux types de modèles. Il y a les modèles fondamentaux là, qui demandent beaucoup de temps et des grands investissements pour faire comme un modèle de base qui va ensuite nous servir pour générer des adaptations de ce modèle-là là, sur des sujets précis qui nous intéressent. Mais c'est hors de portée pour des utilisateurs là, comme nous de générer, pour l'instant, d'entraîner ces modèles fondamentaux-là. Ce que j'entrevois dans l'avenir, c'est que c'est ça qui va changer. Et une des perspectives qui va nous permettre d'entraîner ces grands modèles fondamentaux-là, c'est l'entraînement collaboratif, donc où plusieurs d'entre nous à l'international, on va se connecter en réseau et on va mettre en commun nos ressources hardware pour faire ça. Les monstruosités de l'espace latent. On connaît tous les classiques problèmes des images avec des mains à 6 doigts. Puis, c'est peut-être l'affaire la plus facile à regarder. C'est pas mal réglé, là, ces problèmes-là là, de base. Les modèles les plus récents, comme par exemple Flux, là, qui est un de mes préférés présentement, et puis d'autres outils plus spécialisés comme IP Adapter, qui nous permettent là, de contrer ça et puis d'avoir des images moins monstrueuses. Et puis, là, par contre, vu qu'on fait de plus en plus d'animations dirigées par l'intelligence artificielle, on voit apparaître une nouvelle sorte de monstruosité, qui est la monstruosité dans l'animation. Donc, ça se peut très bien qu'un still frame nous apparaisse comme normal, mais là, après ça, si dans le mouvement, la personne avance puis recule en même temps, ce qui était beau en image fixe devient complètement monstrueux une fois animé. Donc, c'est des choses qu'on va devoir régler. Le contenu qu'on voyait, c'est du contenu qui a été produit pour le mapping vidéo de l'église Saint-Sulpice à Paris, qui est la 3e plus grande église de Paris. C'est dans le cadre d'un spectacle immersif avec musiciens, acteurs dans l'église. Et ces images-là, en fait, ils ne sont pas dans le spectacle. Le metteur en scène, quand je lui ai envoyé, il m'a dit « Regarde, si même je teste ces images-là dans l'église, je vais me faire excommunier. » Fait que j'ai fait une nouvelle version. Je l'ai mise à la fin là, de la présentation. Si jamais on veut la voir, la version édulcorée plus Halloween que film d'horreur. Ceci, c'est un exemple là, donc, de l'ensemble. Ce qu'on voit, cette forme-là de croix, en fait, c'est le plafond de l'église. Puis on parle de résolution là, de plus de 10 000 pixels de large juste pour cette surface-là. Et puis chacun des murs a été couvert. On va voir ça un peu plus loin.
Donc, ça ici, c'est un autre élément. Puis là, on peut voir deux interprétations différentes de l'architecture de l'église. Donc, à gauche, quelque chose d'un peu plus horreur. Et puis, à droite, c'est la même surface, mais traitée en bois. Et puis, dans mon animation, je pars d'une surface en bois, puis on se dirige vers quelque chose d'un peu moins gentil. Le pixel est mort, vive le pixel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, donc, pendant 25 ans, moi, j'ai travaillé avec des pixels. J'ai travaillé aussi avec des vecteurs, des polygones. Mais, tu sais, c'était toujours bien, bien précis. Tu vas bouger ton petit point. J'aille vite, hein? Bon. Puis on était bien réduit. Bien là, aujourd'hui, je travaille avec des mots, je travaille avec des concepts, je parle d'images. Donc, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace. Et ce qui était limité à 512 par 512 pixels avant, bien là, aujourd'hui, j'en fais en 4K, 10K et plus. Donc, ici, d'autres images. Après ça, l'autre chose aussi qu'on va améliorer, c'est le mouvement. Il n'y a pas si longtemps, animé, c'était très difficile de faire quelque chose de plus que, mettons, 24 frames de long ou 30. Mais là, moi, je fais des animations qui font plus qu'une minute, là, et puis c'est du fluide du début à la fin. Il y a un des outils principaux qui me permet d'arriver à faire ça, c'est Animate Diff. Malheureusement, ça ne fonctionne pas super bien pour faire des choses genre des personnes humaines, mais pour des choses plus abstraites, comme dans ce cas-ci, un ciel paradisiaque. Ça va mieux. Là, ici, j'ai fait juste une petite séquence. Ce qu'on voit, c'est toutes les surfaces de l'église en même temps. Et puis là, j'en ai fait 4 de suite, fait que je vais les passer une après l'autre. On va presque avoir une animation de 4 frames. 1, 2, 3, 4. On recule. Je l'ai à la fin, en vrai anime. Fait que c'est ça, là, je ne sais pas combien il y en a des milliers de pixels là-dedans, mais c'est un gros paquet. Ça, c'est un gros plan. Mais là, en fait, c'est une adaptation du même contenu, mais là, c'est dans une autre église. Ce show-là, il commence la semaine prochaine. C'est à Lyon, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Fait que même genre de contenu. L'autre chose qu'on peut entrevoir rapidement, c'est la démocratisation de la programmation. Ce que je montre ici, c'est que je réussis finalement à générer du code à l'intérieur de Comfy UI en définissant c'est quoi la fonction que je veux. Ici, je lui demande de me générer un filtre de détection des bordures et il me génère du code Python là, en temps réel, et il me fait la fonction. Ça ici, c'est quelque chose qui permet de convertir une arborescence de Comfy UI en code Python. L'autre chose aussi, c'est l'intelligence artificielle nous sert aussi de muse, de critique, de curateur, et puis c'est aussi un genre d'agent secret. Donc, oui. On arrête. OK, ben, désolé. Je suis désolé, il nous reste du temps pour les questions. Je vais juste finir sur une affaire. Oui, On va me lever pour poursuivre un peu. Tous ces outils-là, la seule raison pour laquelle on va pouvoir les utiliser et faire ce qu'on veut avec, c'est s'ils sont disponibles avec du code source ouvert et gratuit. Si on laisse les grandes entreprises prendre le contrôle des outils d'intelligence artificielle, on ne pourra pas leur avoir. Et ils ne nous laisseront pas le faire facilement, parce que ce qui s'en vient, c'est d'entraîner un modèle pour répliquer les fonctions d'un logiciel à partir d'un exemple. Ça veut dire que tu montres à ton intelligence artificielle Photoshop et il te fait Photoshop. Merci. Merci beaucoup. Ce qui conclut très bien le panel sur la pratique. Je peux voir une grande tendance sur les questions narratives qui a vraiment traversé toutes les personnes ici présentes. Et également beaucoup d'usages concrets de l'intelligence artificielle pour la création. Et évidemment, avec Luc, le questionnement de à qui appartiennent les usages de l'intelligence artificielle et comment peut-on les utiliser, les approprier dans un contexte artistique. Il nous reste quelques minutes, une minute pour des questions, mais on va déborder un petit peu, 5 minutes. Donc, j'avais demandé avant en prévision. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle?
Merci de l'apporter. Bonjour, merci. D'abord, c'était des présentations très contrastées et édifiantes, mais en même temps, je percevais une espèce de fil conducteur dans le sens où moi, je m'intéresse à la frontière entre ce qui est de la création qui relève de l'humain versus la machine d'un point de vue droit d'auteur. On sait que ça prend l'exercice du talent et du jugement. Et là, ce à quoi j'assiste, en quelque part, c'est une sorte de dilution dans un sens là, de la création, dans le sens où la portion humaine, c'est une part importante. La portion machine a une importance accrue, mais peut-être de plus en plus. Fait que là, je me demandais, est-ce que vous voyez ce courant-là, cette tendance-là, comme une reconnaissance que le droit d'auteur est peut-être moins nécessaire qu'il était pour protéger l'originalité des œuvres et la capacité de les réutiliser d'une personne à l'autre, et ainsi de suite? Qui veut répondre? Je ne sais pas, peut-être que Georges en a parlé un peu. Puis, J'aimerais bien, merci. Oui, en fait, c'est tout à fait. En fait, moi, c'est une des interrogations principales au cœur de mes expérimentations. La question de droit d'auteur. Il y a deux angles, en fait. Il y a le fait que le contenu est basé sur des images qui ont évidemment un droit d'auteur. Ça, en fait, d'un point de vue éthique, ça fait ça fait déjà quelques années que tout le monde dit tout le temps que ça n'a pas encore été répondu, mais à mon avis, on a tous été quelque part entraînés sur la grande librairie d'œuvres qui sont déjà disponibles. D'une certaine façon, il y a quand même une légitimité à ce qu'une intelligence artificielle, quand on ne lui demande pas d'imiter un style spécifique, et c'est effectivement en fait ce que je m'assure toujours de faire, c'est d'éviter d'essayer de copier un artiste en particulier. Je trouve que c'est quelque part, vu que ça a été mâché par l'intelligence artificielle, c'est un peu comme nous, quand on développe son propre style, on est toujours influencé, évidemment, par ce qu'on a vu avant. Donc il y a un angle intéressant. Et puis les droits d'auteur sur le résultat obtenu, en fait, si je comprends bien la question, c'est le fait que ce soit une collaboration quelque part, que le travail a été fait en partie par l'humain et en partie par l'intelligence artificielle, fait que oui, il y a encore une autre interrogation là-dessus. J'ai pas tout à fait de réponse si quelqu'un d'autre... Moi, je peux compléter peut-être, si je reprends l'histoire récente de l'audiovisuel. Il n'y a pas tellement d'années que des maisons d'auteurs comme la SACD ou la SCAM se sont posées question simplement des droits d'auteur collectifs, par exemple les cellules d'écriture pour les séries. Au début, on s'est dit comment on va gérer ça entre le dialoguiste, le créateur de la Bible et ainsi de suite. Il a fallu encadrer. Ici, je pense que tous ces interlocuteurs ont un vrai travail déjà d'éducation pour pouvoir proposer des nouveaux modèles qui assument qu'en fait, ces nouvelles œuvres sont collaboratives, collectives, et donc il faut instaurer des nouvelles généalogies d'œuvres qui instaurent en fait dans quelle base de connaissances a puisé l'IA et quels ont été les contributeurs et contributeurs à quel niveau. Je prends l'exemple de ce qui m'intéresse. Par exemple, nous avons un auteur qui fait l'avatar. Il n'est pas pour autant créateur de l'expérience liée à l'avatar. Un autre qui fait les skins. Les skins qui sont les tenues que porte l'avatar. On a des collaborations avec un musée, par exemple, ça va être des archives de costumes historiques. Donc on a une généalogie beaucoup plus complexe qui nécessite de mettre en place une arborescence, en fait, qui va permettre de redistribuer s'il y a monétisation. Si je peux me permettre, la question du partage entre les droits d'auteur, entre l'humain et la machine, en fait, c'est réglé, puis la machine, elle n'en a pas. Il n'y en a pas de machine qui détient des droits d'auteur de quoi que ce soit. Fait que c'est pas compliqué, là. Si ça sort de la machine, c'est à tout le monde. Puis c'est vraiment important que ça soit comme ça, parce que sinon, ça permettrait à une entreprise de sortir une quantité massive d'images et de dire ces images-là nous appartiennent, puis désormais, vous ne pouvez plus utiliser l'outil pour générer ces images-là, ce qui viendrait complètement annihiler le potentiel réel de l'outil. On ne donne pas de droit à Photoshop, on ne donne pas de droit à un pot de colle, une paire de ciseaux. C'est la même affaire. Mais ça veut dire aussi que ce qui sort de la machine, c'est pas à vous. Puis il faut que vous le
personnalisiez, que ça soit dans le cadre d'une œuvre qui est vôtre. Donc, tout comme vous pouvez faire un livre qui est le vôtre, mais que vous avez utilisé Photoshop pour créer des images dedans, vous pouvez utiliser n'importe quel outil, mais il faut que ça soit votre livre. Puis vous ne pourrez pas empêcher d'autres mondes de générer les mêmes images, à moins que ça soit par un autre angle. C'est sûr que si vous mettez un trademark sur un logo, ça va s'appliquer à n'importe quel outil. Ce n'est pas l'outil qui décide. Si, excuse-moi, tu m'as fait peur. Si, exemple, Nike fait une campagne et utilise l'AI pour toute son imagerie dans sa campagne, est-ce que ça veut dire que moi, je peux utiliser les images que Nike a créées pour sa campagne parce que c'est généré par l'IA, donc ça appartient pas vraiment à Nike? En fait, tu vas toujours avoir le droit de générer les mêmes images qu'eux ont générées. Parce que ce qui est interdit, ce n'est pas d'avoir un livre, c'est de distribuer des copies illégales de ce livre-là. Donc, pour reprendre l'exemple que je parlais tantôt, là, on va montrer comment Photoshop marche à l'intelligence artificielle, puis on va recréer le logiciel. Bien, même ça, ça va être légal. Pourquoi? Parce que le code, il va juste être généré dans ta machine le temps que tu fasses la fonction que tu as montrée. Puis après, le code, tu l'effaces. Tu ne l'as pas vendu, tu ne l'as pas donné, tu ne l'as pas distribué, et il n'y a personne qui le sait. Après ça, pour ce qui est de Nike, ce qui est vraiment important, c'est que le logo de Nike, c'est trademarké. Et puis ça, peu importe que tu prennes l'intelligence artificielle, Photoshop, des ciseaux, un dessin dans le sable, c'est interdit. Et c'est pire qu'interdit, en fait, parce qu'un trademark, c'est bien pire qu'un copyright. Si vous achetez un trademark pour quelque chose, vous avez l'obligation de le défendre. Ça veut dire que si vous remarquez que quelqu'un a utilisé votre marque, vous êtes obligé de les poursuivre. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez perdre votre trademark. Puis un trademark, ça se renouvelle à certaines échéances, là, en 1-3 ans, ça dépend des pays. Et c'est quelque chose qui se négocie par pays. Je ne pense pas qu'il y a personne ici dans la salle là, qui a les moyens d'avoir un trademark sur quoi que ce soit. C'est des affaires, pas pour rien que c'est surtout des entreprises. Donc, on a dépassé un peu le temps. Quand on a eu les rencontres avant la conférence, on s'est dit qu'on aurait peut-être pu prendre 2 heures pour aborder tous les sujets qui étaient traités dans le contexte. Mais je vous invite, lors des 5 à 7 ou en croisant les conférenciers, conférencières, de discuter directement avec eux, leur poser des questions sur leurs propres outils, leur propre production et continuer l'échange dans le cadre de Montréal Connect. Donc, je vous remercie pour votre présence nombreuse et j'espère que le panel vous a intéressé et passionné autant que moi. Merci.